merci à Ornella pour son invitation. J'en profite pour saluer l'implication des acteurs académiques dans une réalité de terrain, donc c'est vraiment très bien. Dire aussi que j'ai eu la grande chance de faire partie de cette joyeuse bande, comme disait Vincent. J'ai appris plein de choses, je n'habite pas en Léger, et donc je crois que j'ai appris plus que je n'ai pu apprendre aux autres, et donc j'étais très fier d'avoir fait partie de cette équipe de recherche à la fois académique et nourrie par les réflexions des acteurs de terrain. C'était vraiment une co-construction, comme Vincent vous l'a dit. Alors, voilà, je suis le juriste de service et je m'en acquitte avec plaisir pour vous expliquer la consécration juridique de, on ne dit plus l'habitat léger, mais l'habitation légère, suivant la dénomination maintenant tout à fait officielle dans le code du logement qui est devenu le code de l'habitation. Donc, en théorie, on dit habitation légère, mais usuellement, on va continuer à appeler ça habitat léger. Hop, ça je laisse tomber, le plan. Deux parties dans mon intervention. D'abord, la police du logement, la consécration dans les réglementations en matière de logement. Et ensuite, on va voir en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ce sera beaucoup plus succinct puisqu'il n'y a quasi aucun changement. Vincent vous l'a déjà dit, dans la matière de l'urbanisme. Donc, on va commencer par le logement. On a, Vincent l'a annoncé, un beau décret tout neuf du 2 mai 2019 qui consacre l'habitat léger. Et ce n'était pas du tout gagné d'avance, c'était un peu ça l'objet de l'étude, et là force est de constater que les pouvoirs publics, une fois n'est pas coutume, ont pris le produit d'une recherche pour la transposer, cette recherche, dans un décret, et ça a été fait assez rapidement, donc c'est vraiment une grande joie de voir ça. Alors, à la base, on considérait important de reconnaître juridiquement l'habitat léger. Pourquoi certains disent, mais pour vivre heureux, il faut vivre caché, comme ça on passe sous les radars des normes, c'est plus pratique. Eh bien, on trouve que non, malgré tout, il fallait pousser à cette reconnaissance. D'abord, c'est une reconnaissance symbolique. Il y a, je ne sais pas si on me l'a dit ce matin, mais quoi, 20-25 000 personnes qui habitent dans une des trois grandes branches de l'habitat léger, que ce soit les gens du voyage, comment il disait Vincent, les alternos bobos et les gens en habitat permanent, zone de loisirs. Donc il y a quand même un nombre important de personnes. Ne pas les reconnaître, c'est exercer une violence symbolique sur ceux-là, sur ce mode d'habitat. Deuxième raison, donner un peu de sécurité juridique, savoir à quelle sauce ces habitants vont être mangés. Troisième raison, espérer une éligibilité des aides, des habitats légers aux primes et aux aides diverses. Et quatrièmement, espérer une facilitation urbanistique. Alors, la définition, Vincent a levé un peu un coin du voile et il avait bien raison. Elle est longue de manière voulue. On ne voulait pas limiter ça à un type d'habitat léger. On a voulu embrasser large, parce que si on se disait, ah oui, l'habitat léger, ok, c'est pour les caravanes, donc la définition doit être axée sur la mobilité. Ah ben non, alors, parce que les tenants des yurts disent, oh, mais nous, on n'est pas mobile. Mais par contre, on est démontable. Ah, ok, on va mettre démontable. Mais alors là, les gens en habitat permanent, zone de loisirs, allaient dire, mais mon chalet, il n'est pas démontable. Bref, ne choisir qu'un critère revenait fatalement à exclure des habitats ceux qu'on ne voulait pas. Et la grande nouveauté légistique, c'est de dire que, et elle vient, Vincent vous l'a montré, elle vient de la définition du RBDL qui elle-même a inspiré la définition du règlement communal d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, c'est de dire que, au fond, est léger l'habitat qui correspond au moins à 3 des caractéristiques suivantes. Et là, c'est un peu comme quand on compose sa pizza, hein, on choisit les éléments. Ça peut être au choix démontable, déplaçable, volume réduit, faible poids, emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation et sans raccordement aux impétrants. Donc il suffit que 3 de ces critères soient réunis et alors c'est du léger. Et donc on a dû faire comme ça une espèce de juste milieu. Si on ne retenait qu'un critère, on excluait. Si on retenait trop de critères, alors on diluait. Tout pouvait devenir léger. Vincent a montré les maisons trauma et prison. J'adore la formule. Eh bien, si on acceptait 6 critères, eh ben, on aurait pu trouver cette maison trauma et prison dans l'habitat léger, ce qui évidemment était inconcevable. Donc voilà la source d'inspiration, le règlement communal d'urbanisme. Alors, puisque les habitations légères peuvent être mobiles,
Et puisque cette définition s'intègre dans le Code wallon du logement et que, dernier temps du syllogisme, le logement pour le Code est un immeuble qui ne bouge pas, il y avait là un problème conceptuel qui a été changé par le fait que, et c'est l'attestation d'une pleine reconnaissance de l'habitat léger dans le Code wallon, c'est que maintenant c'est plus le Code wallon du logement, c'est le Code wallon de l'habitation. Et l'habitation peut être au gré immeuble ou meuble. Ça ne veut pas dire que l'habitat léger est nécessairement mobile, mais il peut l'être et donc il fallait en quelque sorte élargir le spectre du Code wallon et ça a été fait. De manière plus fondamentale, Vincent l'a évoqué aussi tantôt, qui dit intégration dans le Code du logement dit fatalement soumission aux normes de salubrité. Et c'est un choix qui a été fait d'emblée. On ne voulait pas, en quelque sorte, créer un appel d'air pour les marchands de sommeil. C'est clair que dès qu'on régularise en quelque sorte l'habitat léger, ça pouvait induire des tentations auprès de bailleurs peu scrupuleux qui se disent « mais ça c'est le bon plan, je vais mettre plus ou moins n'importe quoi, une vague cabane en location, je vais en tirer un prix tout à fait abusif par rapport à l'état du bien, et je vais échapper aux normes de salubrité parce que, au nom du léger, au nom du hors norme, je passe sous les radars des normes. On voulait éviter que la connaissance débouche sur une exploitation de la misère, et en cela l'administration était au taquet pour éviter ce glissement-là. Et donc, dans le décret, on dit clairement les habitats légers sont soumis aux normes de salubrité, et même plus que ça, les habitats légers donnés en location, spécifiquement, doivent obtenir un permis de location préalablement. Alors, le permis de location, vous savez peut-être ce que c'est un document à obtenir auprès de l'administration avant même de mettre une affichette à louer sur votre bien, dans deux conditions, dans deux situations, si votre bien est petit, moins de 28 mètres carrés, ou s'il est collectif. Vous devez, comme le permis de conduire, vous devez d'abord obtenir ce papier avant de mettre le bien en location. Ça ne concerne que ces deux types de logements, les petits et les collectifs, mais pour les habitats légers, là c'est étendu à tous les habitats légers, quelle que soit leur taille. Donc c'est la preuve que l'administration veut avoir un droit de regard sur les normes de salubrité de l'habitat léger qui s'apprête à être mis en location. Donc l'administration ne lâche rien, non seulement au niveau du contenu des normes, mais aussi au niveau procédural de l'autorisation formelle de la mise en location. Alors, qui dit soumission au permis de location, dit évidemment respecter toutes les conditions associées au permis de location. Et vous savez peut-être, mais non seulement si votre bien est soumis à un permis de location, vous devez respecter les règles régionales de salubrité, mais en plus, il faut respecter les règles communales de salubrité, les règles communales en matière d'incendie, les règles d'urbanisme. Tout ça doit être rencontré pour obtenir le permis. Et donc, puisqu'on soumet les habitats légers au permis de location, il faut aussi remplir toutes ces règles-là, ce qui, clairement, va constituer un obstacle peut-être pour certains types d'habitats légers. On a juste trouvé un peu de souplesse. Les habitats légers ne doivent pas obtenir pour le permis de location, ne doivent pas respecter les règles liées au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le nombre de sonnettes, de boîtes aux lettres, les fermetures à clé des portes, etc. Tout ça semblait tout à fait inadapté pour l'habitat léger, mais tout le reste est maintenu. Par exemple, la conformité urbanistique est maintenue pour obtenir son permis de location. Alors, le contenu des normes, Vincent l'a évoqué tantôt, il y a un arrêté du 30 août 2007 qui va énumérer toutes les exigences à respecter en matière de salubrité. Un travail de fond a été effectué pour adapter ces normes et j'y reviendrai dans un instant. Puisque, maintenant, petit zoom sur la salubrité, la question tenait du dilemme au début. Certains disaient non, il faut absolument respecter les mêmes normes. La norme est un acquis social, un progrès technique. On ne va quand même pas commencer à détricoter les normes de salubrité parce que si on le fait, c'est considérer en quelque sorte les habitants en léger comme des sous-habitants qui vivent dans des sous-habitats qui n'ont pas le droit aux mêmes standards champions que tout le monde. Et donc, certains disaient, la norme doit être un horizon absolument commun, sinon c'est plus un état de droit. Mais à l'inverse, on peut aussi soutenir l'idée inverse,
c'est que la norme doit également rester en phase avec la réalité qu'elle prétend régir. La norme n'est pas une espèce de réalité désincarnée, ce ne sont pas les tables de la loi que Moïse aurait reçues sur le mont Sinaï, non. Les normes doivent rester en phase avec leur temps, sinon elles perdent complètement la légitimité. Et on a essayé de trouver une voie médiane entre les deux. Alors, le travail de fond d'adaptation, je l'ai dit, est en cours actuellement, et Vincent le suit de près, il pourra vous donner éventuellement les dernières informations, et donc on ne va pas dévoiler le contenu, simplement dire que dès le début, le groupe de recherche a voulu mettre en avant une série de points qui nous semblaient importants dans ce travail de fond d'adaptation des normes de salubrité. D'abord, dire que, ça c'est le point de départ classique, il y a certaines normes dans l'arrêté sur la salubrité qui sont complètement, mais alors complètement inadaptées à l'habitat léger. Fatalement, elles n'ont pas été conçues pour ça. Les normes de salubrité ont été conçues plutôt pour le trauma et prison. Et donc, tout ce qui concerne la superficie, la hauteur sous plafond, les largeurs entre murs intérieurs, les sanitaires, tout ça, évidemment, fatalement, n'est pas rencontré dans un habitat léger. Alors je sais bien, il y a plusieurs types d'habitats légers. Ici, je les mets indûment, sûrement, dans un même sac. Deuxième exigence qu'on avait, c'est de ne pas prendre comme point de départ, comme boussole, le logement standard. Donc prendre toutes les normes du logement standard et juste rajouter un peu à la marge un petit assouplissement. Non. On plaidait pour un nouveau corps de normes spécifiques propres aux habitats légers, qui ne soit pas uniquement une petite déclinaison des normes standards. Troisième idée que l'on avait, c'est de dire qu'il faut être cohérent. Si on pousse l'innovation, si on veut favoriser l'habitat léger, l'habitat hors norme, ben alors il faut aussi accepter de mettre un temps les normes entre parenthèses. On ne peut pas à la fois faire de l'expérimentation et dire oui mais vous allez respecter exactement les autres normes des logements non expérimentaux. Sinon, on vide de son sens l'expérimentation, en tout cas, on lui ôte toute chance de réussite. Et la recherche a mis en avant toute une série de lois, de pays qui acceptent, au nom de l'innovation, de l'expérimentation, de suspendre les normes le temps que l'expérimentation se fasse. Alors après, on fait le bilan, mais au moment de l'expérimentation, là, il faut accepter un petit peu de souplesse. Et la souplesse, on en a en Flandre, en France, aux Pays-Bas. Tout ça peut parfaitement se concevoir. Toujours dans nos idées d'adaptation aux normes, dire que si on n'a pas cette mise entre parenthèses de normes, dire qu'alors, au minimum, il faudrait remplacer des normes chiffrées. Vous savez, les normes sont déclinées autour d'objectifs chiffrés. Hein, la hauteur sous plafond, c'est ça, la largeur entre murs, c'est autant de mètres, l'éclairage naturel, donc tout est très métré, comme dirait Vincent, et donc on dit, mais le chiffre, à la fois, n'est pas tout à fait souple quand on a affaire à des habitats très hétérogènes, puisque vous l'aurez compris, le spectre de l'habitat léger vraiment se distingue par sa grande hétéroclite, enfin bon, c'est très hétéroclite. Et donc le chiffre ne parvient pas à rendre compte de ce spectre diffracté. Et par ailleurs, ça n'engage pas de négociation avec l'administration. C'est blanc, c'est noir. L'administration prend son mètre ruban. Ah, vous êtes juste en dessous, ça ne va pas. Et donc, on préconisait de remplacer les chiffres par une méthode dite d'assignation d'objectifs. Plutôt que de dire que la hauteur sous plafond doit faire exactement 2,1 m, on dit non, il faut que la hauteur soit telle qu'on puisse s'y maintenir debout. C'est un exemple, hein, ne croyez pas que c'est dans l'arrêté, mais qu'on puisse s'y tenir debout sans difficulté. En matière de superficie, plus besoin de superficie si on dit que, plus besoin de normes chiffrées, si on dit que ça doit permettre de garantir une certaine intimité. Idem pour l'éclairage naturel, dire que ça doit permettre de ne pas devoir recourir en permanence à l'éclairage artificiel. Voilà, on peut transformer chaque norme chiffrée en un objectif. Au fond, une norme technique chiffrée, c'est rien d'autre que la traduction un petit peu technique d'un objectif général. Et nous, on veut remettre l'objectif général dans l'arrêté norme sans nécessairement lui assortir une valeur chiffrée, ce qui veut dire qu'on peut remplir l'objectif général sans nécessairement être raccord avec un métrage, parce qu'on montre qu'ailleurs dans l'habitat léger, on peut compenser le défaut de métrage par un autre endroit, etc. Voilà ce qui nous semblait intéressant. Autre idée, c'est dire la méthode du présumé salubre sauf si.
C'est de dire, et on voit, à chaque fois, on partait d'exemples concrets. Hein. Pour l'assignation d'objectifs à Bruxelles, on fonctionne beaucoup comme ça. Pour le présumé salubre, sauf si, on voit ça dans les règlements communaux, salubrité dans les plans HP, c'est de dire, il ne faut pas que l'habitat léger doive prouver qu'il répond à toutes les normes. Non, c'est à l'administration à montrer qu'il ne répond pas à telle ou telle norme. Il est présumé être salubre si il ne contrevient pas à un des manquements suivants énumérés limitativement. Ça renverse un peu la logique. A priori, ce logement est salubre. Dernière idée que l'on avançait, c'est dire qu'il faut différencier les normes en fonction du statut de l'occupant, propriétaire et locataire, et concrètement de mettre des normes plus sévères pour les locataires et le propriétaire, des normes moins strictes. Pourquoi plus sévères pour le locataire? Parce que le locataire, c'est pas que le propriétaire, le locataire il a moins le choix, le propriétaire il a choisi d'habiter là, et donc s'il veut mettre sa vie en danger en quelque sorte en caricaturant très très fort, eh ben, libre à lui. Mais le locataire c'est pas son habitat, il est peut-être plus contraint par des préoccupations budgétaires et donc il faut peut-être plus le protéger. Le bailleur expose la vie d'autrui, il est susceptible d'exploiter la misère et on constate que les problèmes de salubrité sont surtout situés dans le secteur locatif. Et donc ça c'est un vrai combat de différencier les normes en fonction du statut de l'occupant. Et le ministre, le nouveau ministre wallon du logement a été un petit peu assaisonné là-dessus au Parlement et il a répondu le 3 octobre, il n'y a pas très longtemps, qu'il était en train de réfléchir, que rien n'était encore fixé là-dessus, mais qu'il entendait cette demande des acteurs de terrain pour cette différenciation. Et dernière, on ne va pas dire exigence, hein, mais dernière idée que l'on soufflait aux législateurs, en l'espèce au gouvernement, c'est de dire il ne faut pas uniquement s'en tenir aux répressifs, c'est-à-dire aux normes à respecter, permis de location, machin. Il faut aussi que ces normes puissent donner lieu à l'octroi d'aide, de soutien public, de subventions. Et là, la comparaison est toute trouvée. C'est l'article 22 bis du Code wallon du logement. Alors, vous connaissez tous Magritte, ceci n'est pas une pipe. Eh bien, le 22 bis, c'est ceci n'est pas un logement, mais une habitation quand même. C'est en quelque sorte, et c'est comme ça, hein, c'est l'habitation qui n'est pas un logement, c'est l'appellation officielle. C'était en quelque sorte la consécration de l'habitat léger avant le décret du 2 mai 2019 pour dire c'est un habitat qui n'est pas un logement et qui donc ne doit pas remplir toutes les normes de salubrité classiques afférentes au logement. Pourquoi j'en parle? Parce que quand ça a été pris en 2012, cet article 22 bis, le législateur d'alors n'a pas voulu se contenter de définir, d'ailleurs il n'a pas défini c'est quoi une habitation qui n'est pas un logement, mais surtout il l'a doté d'aides pécuniaires pour rénover ou créer un habitat qui n'est pas un logement avec des subsides qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc, il ne suffit pas de manier le bâton, il faut aussi manier la carotte en incitant la mise sur pied de ce type d'habitat. Alors, au niveau procédural, notre idée était aussi de dire que les normes de salubrité doivent être respectées, doivent être contrôlées par les inspecteurs régionaux. Alors, vous le savez peut-être, la Wallonie déploie son régime de salubrité au départ de la région, mais elle donne délégation aux communes qui le veulent pour inspecter les logements. Et donc, il y a une commune sur 5 qui contrôle les normes de salubrité à la place de la région, mais toujours sur base des normes régionales. Et on considère, nous, que le contrôle doit relever exclusivement de la région, pour limiter une attitude trop forte des inspecteurs, pour pas que ça aille trop dans tous les sens, pour avoir une jurisprudence un peu homogène, pour éviter des risques de dérive ou de... Parce que les communes parfois peuvent être vent debout hein, contre des habitants légers qu'ils assimilent à des importuns, pour ne pas dire d'autres qualificatifs peu amènes, et donc on préférait que tout ça soit centralisé. Alors ici, plus rapidement, les incidences sur les autres politiques, puisque la consécration de l'habitat léger dans le Code wallon du logement n'est pas sans impact, a priori, en tout cas en théorie, sur d'autres politiques qui mêlent l'habitat. Alors tout d'abord la politique de la domiciliation. Alors Vincent en a touché un mot tantôt, je dis tout de suite très vite, c'est consacré dans l'habitat, dans le Code wallon du logement, de l'habitation maintenant, l'habitat léger, mais il n'y a aucune transversalité assurée,
ni avec d'autres règles fédérales qui concernent les immeubles, l'habitat, ni non plus dans la législation régionale en matière d'urbanisme. Donc pour l'instant, cette consécration est isolée. Il y a, Vincent vous l'a dit, ponctuellement l'arrêté de dispense d'intervention d'architecte. On attend la publication. Moi, hier encore, j'ai été vérifié, j'ai toujours pas vu la publication de cet arrêté. Soit ça va venir sans doute. Mais donc dire que, surtout, ce que je vais voir maintenant, ne rentre pas en interrelation avec la reconnaissance wallonne dans le cadre du code wallon de l'habitation. Et c'est bien dommage. Première haute politique qui est impactée, c'est la domiciliation. Vincent vous l'a dit. C'est le parcours du combattant pour se faire domicilier dans une commune quand on habite en léger, parce que la commune dit mais c'est pas salubre, c'est pas conforme urbanistiquement, c'est pas votre terrain, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas demandé de permis. Tout ça est irrelevant. La seule condition, c'est prouver qu'on habite là factuellement, empiriquement, avec des moyens de preuve, des témoins, des factures, tout ce qu'on veut. Mais donc la commune n'a pas le droit de refuser la domiciliation, même si c'est un squat, tout ce qu'on veut, tant que vous prouvez que vous êtes là, c'est bon. Parce que la domiciliation n'a pas pour but de réprimer des inégalités afférentes au logement. Il y a d'autres réglementations qui le font. La domiciliation n'a qu'un seul office, c'est faire une radioscopie de qui est où, pouvoir localiser les gens, rien d'autre. Mais peut-être que, alors, il n'y a pas du tout de reconnaissance de l'habitat léger aussi dans la loi sur la domiciliation, qui est fédérale déjà, mais sans doute que cette domiciliation, cette reconnaissance wallonne va quelque part priver d'arguments les communes qui refuseraient la domiciliation au nom du caractère un peu atypique du logement. Maintenant que c'est un logement qui est reconnu au plus haut niveau en Wallonie, eh bien les communes ne seront plus autant fondées à dénigrer ce type d'habitat et refuser la domiciliation. Tout le reste, je vais plus vite. Et ça, je ne vais pas dire honnêtement parce que c'est trop pointu. Alors peut-être dire juste, il y a des règles en matière de saisie qui concernent l'immeuble. Alors on dit, ah ça c'est vraiment bien, si votre immeuble doit être saisi, l'immeuble qui sert de domicile familial, alors avant qu'il y ait saisie, il y a conciliation devant le juge des saisies. Oui, mais ça ne vaut que si on a contracté un crédit hypothécaire. Crédit hypothécaire dit hypothèque, dit immeuble, dit on ne peut pas avoir ce genre de mesure si on prend un crédit pour un habitat mobile. C'est un exemple pris parmi plein d'autres de l'inadaptation des lois actuelles par rapport à cette reconnaissance. Et il y a ça aussi en matière, juste un instant avant, en matière de droit familial. Vous savez, il y a une protection de l'immeuble familial pendant le mariage. Après, pour le divorce, pour le décès, on veut privilégier celui qui habite dedans, même s'il n'a pas signé le bail, etc. Tout ça ne vaut que si c'est un immeuble, et donc, autre exemple d'inadaptation par rapport à l'habitat léger. L'assurance incendie, même chose, on a constaté, Vincent l'a dit, il y a eu une analyse tendancielle, des enquêtes de terrain ont été faites, et plusieurs ici dans la salle ont été prendre le pouls des habitants légers, et grâce leur soit rendue ici, parce que l'analyse factuelle a montré que seul un tiers des habitants légers, en moyenne, contractaient une assurance incendie.